Thévenot, qui est médecin, gynécologue, comme on vous l'a dit tout à l'heure, responsable du réseau Mater-MIP en Midi-Pyrénées, administrateur au Collège français de gynécologie, et surtout qui a édité, tenez-vous bien, c'est intéressant à savoir, le 9 décembre 2015. 9 décembre, ça vous dit rien, peut-être, mais enfin bon, pour 13 000 médecins de la région Midi-Pyrénées, un guide qui s'appelle le guide Les soins et laïcité au quotidien. Et ce guide a été aussi approuvé par l'ARS de Midi-Pyrénées. Donc c'est en fonction de ce travail extrêmement intéressant de terrain à l'égard des médecins et des établissements hospitaliers et des cliniques, je pense qu'il va intervenir. Je souhaiterais qu'il tienne dans le quart d'heure qui est dévolu à chacun des intervenants. Pardon, non. Il marche, mais oui. Alors je vais manger le micro en parlant. Je vous remercie et je remercie Madame Laborde. Excusez-moi, j'ai beau être médecin, hier j'étais à faune, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour pouvoir vous parler. Je me suis soigné moi-même, ce qu'il ne faut pas faire. Je voulais vous remercier Madame Laborde de votre invitation et Madame Cerf. En préambule, je réagis un petit peu à tous les propos que j'ai entendus tout à l'heure, en ramenant le début de beaucoup des histoires que racontaient les intervenants de la table ronde précédente et vous-même à Charlie Hebdo. Je voudrais rappeler qu'en mars prochain, nous allons fêter le malheureux anniversaire de l'agression d'une école juive à Toulouse, de Mohamed Merah, et que pour moi, c'est à ce moment-là que remontent un certain nombre des problèmes liés à la laïcité dans notre société française. Ça a beau être une école confessionnelle, c'est d'abord une école, ce sont des enfants, et c'est une situation qui a profondément traumatisé toute la communauté toulousaine, qu'elle soit juive, musulmane, catholique ou athée. J'ai beaucoup de casquettes et c'est le cumul de mes mandats qui m'a permis de mener à bien ce petit ouvrage dont on vous a parlé. Je suis d'abord gynécologue obstétricien libéral dans une clinique de Toulouse. Je préside le conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins. Je suis vice-président du conseil régional. Je préside un réseau de périnatalité, etc. Je ne vais pas en faire la liste. C'est peu après, justement, ce qui était survenu à Toulouse, où Mohamed Merah avait tué des enfants et des enseignants au collège aux Arts à Torah, que nous avions vécu, que j'ai vécu en salle de naissance, un moment qui a été traumatisant pour toute l'équipe de soins, qui a été l'accouchement d'un couple, d'une femme, mais d'un couple de musulmans intégristes, femme voilée, qui a commencé par refuser que j'intervienne, et puis après discussion, j'ai pu intervenir, et j'ai fait naître un enfant que d'une manière, je pense, non innocente, les parents ont baptisé Oussama. Et on sait par la suite, on a appris par la suite que ce monsieur était poursuivi pour des attaques à main armée et avoir monté une filière djihadiste. Tout ça a été dans une salle de soins de maternité extrêmement violent à vivre pour toute l'équipe. À la suite de ça, nous nous sommes interrogés pour savoir si ce type de problème survenait régulièrement. Et j'ai interrogé tous les médecins de mon département et j'ai eu pas tant de réponses que ça, mais j'ai eu beaucoup de réponses, comme si on levait une barrière de gens qui disent « Enfin, nous parlons d'un sujet qui, jusqu'à présent, n'était pas politiquement correct de l'aborder ». Et donc, nous avons décidé de positiver ce type de situation.
En termes de gestion des risques en médecine, tout incident médical doit donner lieu à une démarche d'amélioration des pratiques. Et dans le cadre de cette démarche, on a dit nous allons travailler sur ce type de situation pour voir comment pour les gérer, puisque nous avions quand même une 50aine de signalements dans notre département. Et nous avons donc créé un groupe de travail. Alors, il y a quelques sigles, CDOM, c'est Conseil de l'Ordre des médecins du Tarn et de la Haute-Garonne, Conseil régional des médecins, l'Agence régionale de santé, l'espace éthique régional, la Fédération de l'hospitalisation publique et la Fédération de l'hospitalisation privée, des représentants de 4 cultes. Nous avons demandé au préfet de désigner. Il y a eu 2 prêtres, 2 imams, 2 rabbins, 2 pasteurs, des médecins d'obédience et d'exercices différents, des cadres de santé, des juristes. Nous avons eu à peu près 14 réunions de travail et écrit 31 fiches qui sont en ligne sur le site. Si vous tapez CDOM 31 sur Google, vous verrez CDOM 31 et laïcité, vous les trouverez, elles sont un accès direct. Nous les avons fait relire par d'autres obédiences et nous avons fait valider la démarche par la commission des usagers de la conférence régionale de santé, par le Conseil national de l'Ordre des médecins et par des juristes du Conseil d'État. Cette présentation, je la dédie toujours, et c'est un peu symbolique, vous avez la liste de tous ceux qui ont participé à ce groupe de travail, mais je la dédie à un de mes amis qui était gynécologue obstétricien comme moi, qui était à la fois vice-président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne, gynécologue obstétricien et diacre de l'Église catholique, comme quoi on peut avoir des engagements dans la vie professionnelle, dans la vie associative, et en même temps défendre des convictions sans que tout cela se mêle. La philosophie de notre réflexion, c'est le patient qui est au milieu de notre réflexion. Pour moi, médecin, la laïcité, ça n'est pas le rejet des religions par les soignants. Et je le dis souvent à mes confrères, j'entends des confrères dire « oui, mais celui-là, il est témoin de Jéhovah, ou celui-là, ou celle-là, elle est musulmane ». Non, au contraire. L'idée, c'est que il faut connaître ce qu'est le patient. Pour soigner un patient, il faut connaître son niveau de culture, son niveau de religion et son implication dans la religion, comme on est amené à savoir s'il sait lire, écrire. Et ignorer la religion dans les soins aux soignants, c'est rentrer régulièrement dans des conflits entre soignants et patients. Mais pour pouvoir soigner l'individu, il faut pouvoir avoir un certain nombre d'éléments. Et il n'est pas question pour les médecins d'apprendre la Bible, le Coran et la Torah, mais il faut connaître dans des règles religieuses ce qui pourrait venir gêner les soins que nous allons avoir à donner aux patients. La laïcité dans les soins en France pose quelques problèmes et qui sont des problèmes récurrents. Alors, j'ai des amis, j'étais au Maroc le week-end dernier, il y a peu de problèmes dans les pays où la religion est une religion d'État. Dans notre pays, il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas si fréquents, mais qui sont chaque fois très vivement et violemment vécus par les soignants. Lesquels problèmes? Eh bien, ils surviennent d'abord autant dans les hôpitaux publics que dans les établissements privés, mais surtout dans les endroits où il y a beaucoup de passages, comme les services d'urgence. Dans les services d'urgence, il y a à la fois du passage, de la tension. Les patients qui arrivent sont angoissés, anxieux. Les services d'accueil des patients, les maternités ou les EHPAD. Les EHPAD, c'est ce qu'on appelait les maisons de retraite autrefois, c'est la fin de vie. La fin de vie s'accompagne de beaucoup d'angoisses liées à la religion. Mais la naissance en maternité, c'est la même chose. Les cabinets médicaux, les lieux de permanence des soins, parce que ce sont des situations d'urgence. Qu'est-ce qu'on constate comme problème? Eh bien, les plus fréquents, ce sont les refus de soins pour sexe du soignant, et je pourrais vous donner des exemples si j'ai le temps tout à l'heure. Les refus de transfusion, les refus de césarienne, les demandes de certificats, pour le port de vêtements religieux. Ma santé m'oblige à porter le voile, docteur. Les vaccinations avant les voyages. Je vous donnerai des exemples. Nous avons eu à l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne un certain nombre de plaintes
des plaintes pour des circoncisions rituelles réalisées par des médecins en dehors du cadre du soin et en dehors des règles professionnelles médicales, pour des certificats médicaux, certificats de virginité, certificats de port du voile ou de voyage, pour aussi le port du voile pendant les soins, à la fois par un patient mais aussi une fois par un médecin, pour des refus de soins et de transfusion de sexe du soignant. Il y avait une enquête qui avait été faite en 2010 qui montrait que 53% des praticiennes maternité, ça regroupe autant les médecins que les sages-femmes, avaient été confrontées une fois à une situation de refus de soins. Le dénouement de cette situation ayant été obtenu par du recours à du personnel féminin dans 40% des cas, la persuasion d'être pris en charge par un homme, 30% des cas, et ce qui est une horreur et inadmissible, le transfert dans un autre établissement dans 14% des cas. Il y a des textes sur la laïcité dans les soins concernant les hôpitaux, et le texte de base, c'est la circulaire de 2005 de la DHOS qui est consacrée à la laïcité, mais la laïcité qui ne concerne exclusivement que les établissements publics et qui définit les principes d'égalité, le droit reconnu aux patients hospitalisés de pouvoir exercer leur culte. Un patient hospitalisé longtemps, il est dans sa chambre, il doit être comme chez lui et pouvoir avoir des temps où il peut exercer son culte. Le libre choix du médecin, l'obligation d'assurer la continuité et la qualité des soins. Merci de prendre soin de mes cordes vocales. Les conditions de refus de soins de la part des soignants et puis le devoir de neutralité. La charte de la laïcité dans les services publics, elle s'applique aussi dans les hôpitaux, mais pour avoir fait le tour d'un grand nombre d'hôpitaux, je peux vous dire qu'on la cherche vraiment dans les couloirs et que l'affichage est extrêmement mal fait. Voilà. Et la charte de la laïcité, il en existe une qui a été rédigée par la Fédération de l'hospitalisation privée, qui n'a pas la même valeur réglementaire, mais qui est aussi diffusée dans les établissements privés en reprenant les mêmes textes. Alors, l'objectif des fiches et du travail que nous avons réalisé, ce sont des fiches qui sont des recommandations pour faciliter le dialogue entre un patient et un médecin, entre un patient et un soignant, ça concerne aussi les kinés, les dentistes ou les infirmiers, avec deux cibles qui me font faire le tour de France. Je vais autant dans des hôpitaux que dans des milieux religieux pour expliquer le travail que nous avons fait. Pour les soignants, c'est quoi? Ce sont des outils pour éviter que des situations médicales déjà compliquées se compliquent encore par des interférences non médicales liées à des croyances qui sont parfois religieuses et parfois plus culturelles d'ailleurs que religieuses. Et puis c'est le fait d'améliorer la connaissance des croyances des patients par les soignants pour résoudre les conflits avérés ou potentiels, et je pourrais vous donner un exemple. Les croyants, c'est sensibiliser les représentants des cultes aux difficultés des soignants et puis leur délivrer des messages à faire diffuser aux croyants parce que, là aussi, un certain nombre de représentants des cultes ne sont pas en accord forcément avec ce que les gens viennent nous dire quand on se retrouve dans un cabinet médical face à eux. Et du travail que nous avons fait, j'ai une phrase qui revient en mémoire régulièrement. Lorsque je parlais avec des imams ou des rabbins ou des prêtres, des difficultés qu'on avait à soigner des gens, mais ils me disaient, mais ce sont des gens qui sont des incultes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la religion avec lesquelles vous avez des problèmes. Vous avez là la liste des fiches que nous avons écrites. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais souligner quelques-unes de ces fiches. C'est le petit document, c'est un document sous base de fiches, l'idée étant que ça puisse être mis dans la poche de la blouse et utilisé de manière simple et facile. C'est un outil pratique. Alors il y en a un sur lequel j'insiste, c'est sur la place des aumôniers dans les établissements. J'ai eu la délicieuse surprise, il y a quelques semaines, de voir arriver à l'ordre des médecins de la Haute-Garonne à Toulouse 2 imams arrivés en tenue qui avaient pris rendez-vous pour venir me voir.
Et je me demandais ce qu'ils me voulaient, ces deux imams. Et ils venaient me voir, je ne suis pas universitaire, mais ils venaient me voir en me disant, on nous a conseillé de venir vous voir pour que vous nous formiez, parce qu'on voudrait devenir aumônier des hôpitaux. C'était très sympathique, mais ce n'est pas à moi de les former. Toujours est-il que je pense que dans les hôpitaux et dans les milieux de soins, il convient de renforcer la place des aumôniers. Ils ont une place réglementaire, salariée par les pouvoirs publics, et leur place peut être une place de médiateur importante dans les milieux dans les conflits qui peuvent exister entre soignants et patients. D'autres fiches concernent des situations proprement médicales, comme la demande de circoncision, l'hyménoplastie. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais conclure avec 3 petites diapositives pour dire que, pour moi, médecin, la laïcité, ça n'est ni la négation ni le refus des religions, c'est l'inverse. C'est le fait d'intégrer la religion dans le fait religieux, dans ce qu'est le patient que je soigne en face de moi. Notre déontologie, c'est de soigner tout le monde, c'est de soigner tous les patients. Le seul problème est que l'intrusion d'un certain nombre de convictions peut amener des problèmes dans la relation médecin-patient et nous compliquer la tâche au détriment du patient. J'ai eu l'exemple d'un patient qui est décédé au CHU de Toulouse pour un refus de soins, pour sexe de soignant. Si les soignants avaient eu nos fiches et avaient eu la chance de pouvoir travailler le sujet, cette situation aurait pu être déminée préalablement. Donc les soignants, les religieux, doivent à mon sens créer des espaces de dialogue dans l'intérêt des patients. Comme vous avez vu, j'ai mis les politiques entre parenthèses parce qu'ils ne simplifient pas toujours ce type de dialogue. L'une des bases d'une bonne médecine, c'est la qualité de la relation médecin-soignant. C'est quand vous allez voir un docteur, quand vous vous asseyez dans le bureau, que vous êtes l'un et l'autre face à face, c'est à ce moment-là que tout se joue, ou que beaucoup se joue. Mais nous avons besoin d'outils pour le dialogue, et c'est pour ça que nous diffusons ces fiches, et que je serai toujours très intéressé, si vous allez les lire, que vous nous fassiez des commentaires en retour pour en évaluer la pertinence et les améliorer. L'exemple de la santé peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. 2 minutes. Des règles précises existent dans tous les secteurs, encore faut-il les connaître. Des règlements intérieurs dans les entreprises non publiques peuvent être mis en place de manière consensuelle. Il suffit de se mettre autour d'une table pour en parler. Et laissez-moi vous dire que discuter pendant 14 soirées sur 2 ans avec des médecins, avec des prêtres, des imams, avec des gens qui étaient parfaitement athées, avec des juristes, a été une aventure humaine exceptionnelle et que nous avons constitué là aussi un groupe qui se revoit régulièrement pour des raisons différentes et avec lequel nous avons appris une forme de vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça la laïcité. Alors pour terminer, vous voyez là la photo de l'Hôtel-Dieu à Paris, et au-dessous, il y a quoi? Liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, Dieu est là. Donc les valeurs de la République et de la laïcité s'appliquent sans doute aussi à Dieu, mais je termine toujours mes exposés avec cette phrase de Paul Ricoeur qui cite la laïcité positive, dynamique, active, polémique, de confrontation, et qui est basée sur la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, la rencontre des cultures et des convictions opposées. C'est ce que nous avons fait pendant nos 14 réunions. Je vous remercie. Merci, docteur.